Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Mon nom c'est Mami Kalambaye, je suis psychothérapeute autorisée et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'épuisement professionnel et comment est-ce qu'on peut le vaincre avec de l'empathie. Donc, tout d'abord, l'ordre du jour, on veut avoir une définition de l'épuisement professionnel. Donc, je vais vraiment parler des facteurs de risque, des symptômes et des différentes phases de cet épuisement. Et ensuite, on va parler justement de comment est-ce qu'on peut aborder la situation. Donc, par exemple, avec nos collègues ou avec nos employés, si on est manager, et même avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on est à ce stage-là? Et après, on va avoir une discussion avec une autre de mes collègues qui s'appelle Karen Barclay au sujet de l'empathie et comment est-ce qu'on peut justement vaincre l'épuisement professionnel avec cette empathie. Qu'est-ce qu'on peut faire comme prévention et aussi pour aller de l'avant et se rétablir une fois qu'on avait atteint ce stade-là. D'accord. Donc, définition de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est un état d'épuisement mental, physique, émotionnel provoqué par un stress prolongé et répété. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure pendant longtemps et qui est assez fort quand on se sent complètement épuisé. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, quand on parle d'épuisement professionnel, bien sûr, on pense au travail directement, mais il faut aussi savoir que cet épuisement, ce burn-out, peut aussi arriver par rapport aux choses qui se passent dans notre vie personnelle. Donc, par exemple, si on doit prendre soin d'enfants, si on doit prendre soin d'autres personnes, ou même dû à nos relations amoureuses, ce genre de choses-là, on peut avoir aussi un épuisement avec les mêmes symptômes. Mais quand même, donc si on regarde notre situation actuelle, Statistique Canada et Recherche en santé mentale au Canada ont partagé certaines statistiques. Donc, il y a 62% des personnes qui travaillent qui ont déclaré que leur emploi est vraiment leur source de leur stress. Mais quand même, 12 personnes ont dit que c'était les finances et leur temps, donc peut-être comment ils gèrent leur temps. Et 8% ont dit que c'était leur famille, et puis 6% ont dit que c'était d'autres causes. Et en plus, il y a au moins 35% de la population de personnes qui travaillent au Canada qui se sentent en ce moment épuisées. Alors, j'aimerais un peu parler de cette différence entre le stress et l'épuisement professionnel. Donc, quand on parle de stress, c'est vraiment une implication qui est excessive. Il y a vraiment une émotion hyperactivité, une pression. Donc, on veut les choses maintenant. Peut-être qu'il y a un projet, toutes les dates limites, c'est aujourd'hui, tout doit se faire tout de suite. Donc, il y a vraiment cette pression pour atteindre certaines choses. Alors que l'épuisement professionnel, il y a plus un abandon des activités, les émotions, on est un peu plus distant, il y a plus ce sentiment de désespoir, d'impuissance qui se vient. Et le stress, c'est plus une perte d'énergie au fait qui se passe. Donc, ça va nous entraîner plus à des troubles anxieux, or que l'épuisement professionnel, ça sera plus une perte de motivation, une perte d'idées ou d'espoir. Et ça amène plus à cette indifférence, donc plus ce genre de dépression, en fait, ce genre de maladies dépressives qui vont venir. Et donc, en tant que personne qui est épuisée, vous éprouvez plus quelque chose de négatif dans le plan émotionnel, en fait. C'est vraiment là où vous allez avoir cet impact, c'est surtout dans le plan émotionnel. Alors que quelqu'un qui est stressé, ça va être plus dans le côté physique, le plan physique. Donc, vous êtes fatigué, il y a cette perte d'énergie parce qu'il y avait cette hyperactivité qui était là. Et quand on parle de facteurs de risque, donc qu'est-ce qui peut amener quelqu'un justement à atteindre ce niveau-là? Il y a des facteurs qui sont externes et internes. Dans les facteurs externes, on parle d'exigences assez élevées au travail,
peut-être une manque de rétroaction positive, donc on ne vous donne pas un feedback, on ne vous dit pas exactement comment est votre travail. Peut-être qu'il y a une pression temporelle, donc comme je disais tout à l'heure, allez, aujourd'hui, on a besoin du rapport avant la fin de la journée, dans 1 heure, je veux ça, donc tout est immédiat en fait. Donc c'est vraiment une très grosse pression. Peut-être qu'il y a un mauvais travail d'équipe ou pas assez de ressources disponibles. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui vous tombent dessus ou peut-être vous n'avez pas nécessairement aussi les ressources pour vous aider à gérer ce stress qui est en train de venir. Ou il y a peut-être aussi une atmosphère négative au travail. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait l'intimidation au travail, de l'harcèlement de travail, qui vraiment crée une mauvaise ambiance en général. Et quand on parle de facteurs internes, on parle vraiment de, pour vous-même, d'avoir un besoin de reconnaissance. C'est aussi important pour les personnes. Peut-être que vous avez aussi euh, des doutes sur vos propres moyens. Donc, vous ne pensez pas que vous allez pouvoir le faire. Peut-être que votre vie sociale est remplacée juste par le travail. Donc, il y a beaucoup de gens, même mes clients, des fois, qui me disent qu'ils travaillent beaucoup, même le week-end et tout. Leur travail passe avant tout. Et même si ça peut être bien, il y a aussi cet aspect négatif où justement, si toute votre vie, peut-être même votre activité significative, donc de ce que vous voulez faire dans la vie, si tout est centré sur le travail, et ben, il n'y a rien d'autre, cela ne va pas être bon pour vous. Vous êtes vraiment c'est vraiment un facteur de risque pour vous qui est assez élevé aussi. Parce que si ça se passe mal au travail, ben, vous n'avez rien d'autre sur le quoi retomber. Et des fois, il y a aussi ce sentiment d'être irremplaçable. Donc, par exemple, vous ne voulez pas prendre de jours de congé, même si vous ne vous sentez pas bien, parce que vous dites que non, il n'y a personne qui sera là pour faire ce que je fais, donc il faut que je reste. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun moment de vous reposer physiquement et mentalement aussi. Alors, quels sont les symptômes qu'on peut avoir? Et quand on parle de symptômes, surtout qu'on pense au changement, au fait, qu'on est en train de faire attention aux changements qui peuvent venir. Donc, par exemple, des changements de comportement. Quelqu'un est beaucoup plus souvent absent, il y a des retards, chute de productivité, chute de motivation, peut-être même côté coopération dans le travail d'équipe, ils ne sont pas vraiment là. Même peut-être la personne peut se mettre à pleurer ou dans un meeting ou seule dans son bureau. Donc, ça, ce sont les différentes choses que vous pouvez remarquer de changement comportemental. Changement cognitif, il y a une perte d'attention, de concentration, peut-être il y a des troubles de mémoire, peut-être la personne n'est plus aussi bonne pour faire des décisions, des prises de décision, ou elle fait vraiment des erreurs assez fréquentes. Donc ça, c'est si vous commencez à voir ça dans vos collègues ou même dans vous-même, ce sont des choses que vous pouvez aussi, des symptômes que vous pouvez aussi reconnaître. Et dans le changement physique, on parle de fatigue, on parle de troubles de sommeil, on parle de perte de poids ou même gain de poids qui est inexpliqué, qui est assez rapide, vraiment de gros changements. Peut-être qu'il y a des douleurs physiques, donc des douleurs à la tête, au dos, ou juste des douleurs musculaires. Vous pouvez aussi avoir des palpitations cardiaques. Donc ça, ce sont vraiment des changements que d'habitude, ce n'est pas ça qui vous arrive. Et aussi, vous avez les changements peut-être d'humeur. Peut-être que vous avez une humeur maussade, peut-être que vous vous sentez un peu perdu, accablé, peut-être agressif ou irrité. Peut-être qu'il y a une baisse d'énergie aussi, vous êtes détaché, indifférent, ou oui, vous avez une faible estime de vous-même. Donc, ça, ce sont les différents symptômes. Et il y a des phases, au fait, et ça va, on peut aller d'un côté à l'autre, de gauche à droite. La première phase, c'est la phase lune de miel. Donc, tout se passe super bien, on est super content. Peut-être on a un nouveau travail, un nouveau projet, on fait partie d'une nouvelle équipe. Tout se passe super bien, on est super excité, on est vraiment motivé. Euh, la production est très élevée, le niveau de production est élevé, ce genre de choses-là. Ensuite, on passe un peu à un début de stress. Donc, à ce moment-là, on a un peu
une prise de conscience qu'il y a certains jours qui sont un peu plus difficiles que d'autres. Il y a peut-être un peu plus de stress qui commence à venir. Peut-être que vous avez deux projets en même temps et vous devez gérer votre temps. Donc, il y a un peu plus de stress. La lune de miel, elle est finie là en ce moment. Après, il y a un stress chronique. Ça, c'est le stress qui continue à revenir. Et à ce moment-là, certains de ces symptômes deviennent un peu plus critiques. Donc, par exemple, vous avez plus de maux de tête, vous avez des migraines, vous avez peut-être les palpitations cardiaques qui sont là, vous n'arrivez pas bien à dormir. Donc, ces petits symptômes commencent à devenir beaucoup plus présents, beaucoup plus imposants dans votre vie et votre adaptation devient plus difficile. Donc, par exemple, pour utiliser certains outils que d'habitude, si vous avez une journée assez chargée, vous allez aller dehors, marcher un peu autour de votre quartier. D'habitude, ça vous aide à vous calmer. Et là, vous remarquez que non, vous avez marché une fois, deux fois, et vous n'êtes toujours pas calme. Peut-être que maintenant, il faut faire autre chose. Donc, certains outils que vous aviez avant, maintenant, parce que votre stress est assez élevé, ne marchent pas aussi bien qu'auparavant. Puis l'autre phase, c'est vraiment l'épuisement professionnel, usuel qu'on dit. Donc, c'est vraiment vous éprouvez des problèmes mentaux, physiques, émotionnels importants. Et c'est continu, en fait. Donc, c'est vraiment le stage où vous commencez vraiment, donc tous les symptômes que j'ai mentionnés tout à l'heure sont très importants et on a une baisse d'énergie en général. Alors, c'est important de prendre conscience de fenêtres de tolérance. Donc là, c'est vraiment la période là où on peut être beaucoup plus productif. Notre niveau de productivité est assez élevé. On est un peu plus peut-être conscient de ce qu'on fait. On fait notre travail vraiment bien durant cette fenêtre-là. Donc, durant ce moment-là, il y a cette ouverture d'esprit, cette vigilance, cette capacité d'analyse, capacité de communication assez facilement. On a la disposition à apprendre. Donc, vraiment, tout se passe bien. Et dépendant maintenant de vos émotions et de qu'est-ce qui se passe autour de vous, des fois, au fur et à mesure du temps, vous pouvez vous retrouver dans la zone d'hypoactivation. Et en ce moment-là, donc, vous êtes beaucoup plus sensible. Donc, il y a la tristesse, vous vous êtes renfermé, peut-être vous avez une déconnexion avec les autres personnes. Donc, ça, c'est un peu les symptômes de burn-out dont je parlais à long terme, d'épuisement à long terme. Et après, il y a une zone d'hyperactivation. Donc, ça, c'est plus l'anxiété, peut-être la colère, agressivité, besoin de l'affirmation des autres, ou vraiment des choses qui se passent maintenant. Donc, ce côté anxieux, ça peut être ce stress qui se relève et tout. Donc, c'est bien et surtout étant donné les différents symptômes qu'on peut avoir, vous connaissez, donc s'il y a par exemple dans la journée, des moments où vous êtes super stressé, c'est de voir ben, c'est quoi les symptômes que j'ai, est-ce que je suis dans cette zone d'hyperactivation ou cette zone d'hypoactivation, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rentrer dans ma fenêtre de tolérance, parce que c'est là où j'arrive à gérer les choses beaucoup mieux, j'arrive à gérer mon stress beaucoup mieux. Et donc, essayez de faire attention à ça parce que ça va vous aider aussi dans cette prévention pour éviter l'épuisement. On en parlera un peu plus tard. Okay, donc, comment est-ce qu'on aborde la situation? Donc, si vous avez maintenant un collègue où vous remarquez qu'il est épuisé, ben, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout d'abord, vous pouvez apporter l'attention aux signes que vous avez reconnus. Donc, peut-être aussi demander à la personne comment est-ce que ça va. J'ai remarqué que cette semaine-ci, tu n'as pas pu finir tes projets ou tu es super en retard ou tu es super irrité. Donc, mentionner les différentes choses que vous avez vues. Bien sûr, c'est aussi normal que la personne se sente mal à l'aise, gênée. Il y a quand même de la honte des fois par rapport à ça. Donc, essayez quand vous vous exprimez vos préoccupations, faites-le vraiment en venant sur une place d'empathie et pas de jugement. Donc, ce n'est pas en mode ah, mais tu es en retard tous les jours, qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est vraiment plus ah, je remarque que tu es en retard. Est-ce que tu as besoin d'aide? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment est-ce que ça va? Ce genre de choses. Euh, Essayez aussi d'offrir donc, le soutien. Donc, si vous pouvez les aider peut-être avec leurs tâches, leur travail, s'il y a des choses que vous pouvez faire.
Mais bien sûr, essayez de respecter leurs limites et vos limites aussi, surtout respecter vos limites aussi, pour ne pas aussi prendre trop de choses sur votre dos et de respecter leurs limites. Peut-être qu'ils ne veulent pas en parler, ils ne sont pas prêts ou ça va leur gêner aussi en général. Dirigez-les aussi vers des ressources disponibles. Donc, si vous connaissez des ressources, peut-être que vous savez qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Peut-être c'est le manager qui peut parler ou c'est une autre équipe qui doit gérer certaines choses. Donc, il va leur enlever certaines tâches. Donc, assurez-vous aussi de voir peut-être quelles ressources qui sont disponibles pour eux. Et en tant que manager ou gestionnaire, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vos employés? Ben, d'abord, il y a des étapes préparatoires qui peuvent vous être utiles. Donc, déterminer quel est le problème que vous voulez parler, mais surtout les problèmes que vous avez observés. Donc, comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez remarqué que cette personne est en retard 3 fois par semaine, alors que d'habitude, elle est toujours à l'heure, ou qu'il y a au moins 2 des projets qui ne sont pas finis, où il y a beaucoup de travail qui leur reste sur leur table à faire. Donc, essayez de vraiment déterminer les problèmes et dire les choses que vous avez observées. Planifiez une réunion. Laissez-vous du temps assez suffisant pour avoir cette conversation. Ce n'est pas peut-être une conversation qui va se faire en 10-15 minutes. Peut-être c'est une heure que vous allez planifier et peut-être même après, vous laissez un peu du temps, 30 minutes, au cas où la réunion continue, puisque vous ne savez pas justement la réaction de l'employé. Et aussi, essayer d'anticiper justement les réactions des employés. Donc, peut-être la personne va être en colère, peut-être qu'elle va être triste, elle va se mettre à pleurer. Donc, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place, même pour vous-même, pour justement vous aider à anticiper ces réactions et qu'est-ce que vous allez faire après, une fois qu'il y a ce genre de réaction qui vient. Et qu'est-ce que vous faites pour intervenir? Donc, comment est-ce qu'on intervient? D'abord, vous partagez vos préoccupations durant ce meeting-là. Vous présentez les problèmes que vous avez observés et vous essayez de discuter avec eux les différents mécanismes de soutien qui sont disponibles. Donc, peut-être c'est un programme d'aide aux employés. Comme Dialogue, on a différents spécialistes de santé mentale ou des thérapeutes qui sont disponibles pour leur assister. Ou il y a peut-être un autre collègue qui peut venir les aider par rapport aux différents projets qu'ils ont. Donc, essayez de voir quelles sont les choses qui pourront leur être utiles. Essayez de terminer la réunion en vous assurant qu'il y aura un suivi après pour une prochaine fois. Donc, ça veut dire que rappelez-vous ou rappelez à l'employé que voilà, dans 2-3 semaines, on va avoir un autre meeting, on va essayer de voir avec des choses qu'on a mis en place, des choses qu'on a discutées, est-ce qu'il y a un changement ou est-ce que peut-être les choses ont empiré ou les choses sont restées pareilles et ça veut dire que la personne a peut-être besoin d'autres choses comme ressources, comme soutien. Donc, ça vous permet de faire ce check-up à ce moment-là. Et il ne faut pas s'oublier, il faut aussi aborder la situation pour vous-même. Donc, prêtez attention à vos sentiments, à vos émotions, à vos réactions, à vraiment tous ces symptômes dont on a parlé. Apprenez de définir vos limites et de respecter vos limites. Donc, par exemple, pendant votre pause ou à la fin de la journée, ou même pendant les meetings, des fois, on a des meetings qui durent plus d'une heure parce que la personne, elle continue à parler, alors que vous s'étiez mis une limite de je veux juste être dans ce meeting pendant 20-30 minutes ou une heure. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour gérer ça? Parce que sinon, ça veut dire peut-être plus de travail ou moins de temps que vous avez disponible pour travailler sur vos propres choses. Donc, vraiment essayer d'établir ces limites-là et les mettre et les respecter. On dit toujours ça, mais il faut vraiment être dans l'habitude d'avoir adopté des habitudes saines. Donc, ça doit être l'alimentation, l'exercice, le sommeil. Même moi, je ne suis pas la meilleure dans ça, mais c'est vraiment quelque chose qui aide votre système immunitaire. Donc, le fait de dormir bien, de bien manger, de faire de l'exercice, ça va être important pour votre santé et ça va vous aider à mieux gérer donc, cette fenêtre de tolérance, à mieux gérer certaines choses. Apprenez à déléguer aux autres et à trouver un but à votre travail. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez travailler? Pourquoi est-ce que vous faites votre rôle? Donc, rappelez-vous un peu de ça.
et trouver des façons de gérer votre stress. Quelles sont des stratégies d'adaptation qui marchent pour vous, qui vont vous aider à gérer votre stress? Est-ce que c'est faire de la méditation? Est-ce que c'est écrire dans un journal? Est-ce que c'est de parler à quelqu'un? Est-ce que c'est de faire du sport, de marcher dehors, à faire des exercices respiratoires? Peu importe, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour gérer justement ce stress? Et assurez-vous de prendre du temps libre de temps en temps, de vous déconnecter. Quand vous allez en vacances, déconnectez-vous. Quand c'est le week-end, déconnectez-vous vraiment. Et essayez de prendre justement ces jours de congé, de se créer un équilibre de travail et de vie personnelle. Surtout, beaucoup de nous, on travaille de la maison, donc c'est difficile d'avoir cette limite, cette ligne quand il s'agit justement de cet équilibre de travail à la maison, et de travail et tout. Donc, il faut s'assurer de qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement avoir cet équilibre-là. Et n'oubliez pas de reconnecter, de vous rapprocher de votre famille, de vos amis, ou même de trouver les différents passe-temps, des différentes activités que vous aimez faire, ou même de nouvelles activités que vous pouvez essayer de faire. Et aussi accepter de l'aide ou consulter des professionnels. Donc, par exemple, votre docteur médecin de famille ou bien votre programme d'aide aux employés comme Dialogue. Ici, à Dialogue, on a beaucoup de professionnels qui peuvent vous aider quand il s'agit de problèmes de côté santé mentale, problèmes légaux, plein de choses qui sont axées à vous. Et donc, peut-être c'est une opportunité justement de contacter quelqu'un pour avoir ce support-là. Alors, on a eu cette première partie de ce webinaire, donc je vais arrêter de parler et ma collègue Karen Barclay va me rejoindre et on va discuter un peu de ce côté d'épuisement professionnel, d'empathie, de prévention, de rétablissement. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire quand il s'agit d'épuisement professionnel, mais aussi de gérer ça avec de l'empathie. Bonjour Karen, merci de me rejoindre pour cette conversation. Je vais te donner l'opportunité de te présenter pour notre audience. Oui, merci Mamie, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je suis psychothérapeute dans la province d'Ontario et je travaille à Dialogue et en bureau privé aussi. Euh, Mon expérience est pas mal vaste avec une clientèle très, très, je dirais vaste aussi. Alors, j'adore mon travail à Dialogue, par exemple. Alors, je sais aujourd'hui, on parle beaucoup de qu'est-ce qui arrive dans le monde aujourd'hui. Alors, je trouve que ça se donne bien à ce sujet-là pour de l'épuisement au travail, puis l'épuisement professionnel, parce qu'on voit que ça arrive beaucoup ces jours-ci. Ouais. Exactement. Et on va sauter directement dans notre première Oui. question, donc de ce sujet d'épuisement professionnel. Qu'est-ce que vous direz que vous remarquez avec vos clients justement quand il s'agit d'épuisement professionnel? Ah, qu'est-ce que je remarque beaucoup ces jours-ci, c'est que, bon, les gens sortent de 2 années de pandémie, Ouais. ah, puis sans beaucoup d'évidence que c'est fini, mmh, en permanence. Et puis, il y a des guerres mondiales, il y a qu'est-ce qui arrive avec l'environnement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui peut amener une pression sur les gens aussi. Les prix augmentent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de pression sur les familles. Avec la pandémie aussi, les gens travaillent à la maison, ils travaillent dans des façons qui ne sont pas habitués de travailler, avec des jeunes enfants autour de leurs pieds pendant qu'ils essaient de travailler. Euh, et aussi, le soin de leurs parents, puis tous les soucis qui peuvent être amenés par la pandémie, par-dessus tout ça. Alors, moi, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une surcharge de travail et beaucoup de difficultés à gérer les demandes, augmentées dans leur famille Mhm. et puis dans leur domaine de travail. Alors les 2 dépassent souvent leur habilité
gérer tout ça et il y a aussi eu beaucoup de deuil. Il y a des gens qui ont été très touchés par la pandémie. Il y a eu des décès, pas causés nécessairement par la pandémie, mais où heu, ils ont pas pu, rejoindre la famille puis faire le deuil qu'on fait par les, rituels autour de la mort. Alors, il y a plein de choses qui ont fait en sorte que les gens sont, énormément épuisés et stressés aujourd'hui. Il y a une Exact. demande pour les psychologues, et psychothérapeutes augmentée globalement, qu'on n'a jamais vu dans le passé. Alors, je pense que c'est un bon indice de où est-ce qu'ils sont rendus, les gens en général, oui. Ouais, et même là, vous dites, enfin, tu dis quelque chose de très intéressant, c'est surtout, même pour les personnes qui doivent donner du soin. Donc, ça peut être des personnes dans le milieu, par exemple, infirmier, médical, thérapeute, mais même aussi les personnes à la maison, peut-être qui doivent prendre soin ou des enfants ou d'autres adultes. Donc, pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour éviter cet épuisement? Ben, en premier lieu, je pense que c'est important de ne pas prendre tout ça sur ton dos tout seul. Ouais. C'est important de reconnaître qu'on est tous un peu, il y a des demandes qui sont faites sur nous, peu importe notre rôle, hem, qui sont, extraordinaires, dans des temps extraordinaires. Alors de juste reconnaître cette fait-là et de voir que c'est multifactoriel, la façon qu'on va régler et prévenir ces problèmes-là, d'épuisement. C'est de mettre des limites, c'est de chercher de l'aide, d'être original dans un environnement, plus limité que jamais dans qu'est-ce qu'on peut faire. Ouais. Dans le passé, on pouvait aller à Cuba chaque printemps, on pouvait, hem, on pouvait comme voir nos parents souvent, avoir de l'aide par nos amis et tout ça est limité. Alors, je pense que c'est aussi d'avoir des conversations avec nos employeurs et Mhm. tous nos environnements. Comment qu'on peut ensemble gérer cette situation pour le bien-être de tout le monde. Alors ça les employeurs qui ont eu beaucoup de succès à aider leurs employés à gérer leur stress, c'est des employeurs qui ont été très flexibles et très originales, hem, et mettre en place des choses concrètes pour aider leurs employés. La flexibilité, beaucoup d'empathie, et d'avoir aussi, moi, je travaille beaucoup avec mes clients pour avoir une empathie envers eux-mêmes, Ouais. pour gérer la situation, puis de valider justement que c'est pas un échec de leur part, qu'ils sont pas plus capables de faire tout ce qu'ils faisaient avant, Ouais. que actuellement, ça dépasse les limites de plein de personnes globalement, Ouais. pour gérer la situation. Alors, le plus qu'on est capable d'être flexible, original et d'avoir des partenaires dans cette originalité, le plus qu'on va s'en sortir ou au moins garder une propre, balance dans une situation très débalancée. Oui. Ouais, effectivement, même pour moi, avec mes clients, des fois, ils ont tellement de choses qu'ils sont en train de gérer en même temps, mais il y a toujours cette culpabilité, cette honte, parce que, ou même cette vue de faiblesse qui pensent que, ah, mais j'arrive pas à réussir, alors que d'autres personnes, donc on se compare à d'autres personnes, mais on ne sait jamais ce que les autres personnes sont en train de vivre. Et donc, c'est même cette façon de voir les choses qui peut amener à justement ne pas pouvoir aller de l'avant, en fait. Oui, exactement. Comme psychothérapeute, je travaille beaucoup avec les gens pour la première étape, c'est toujours de normaliser qu'est-ce qui se passe, puis de valider l'expérience des gens. Quand on quand on vit des choses difficiles, comme on va toujours vivre dans la vie, mais surtout dans ces moments ici, on peut avoir de la famille à Ukraine, on peut avoir, vécu beaucoup de pertes pendant la pandémie. Mhm. Heu, on
dans ces circonstances-là, je pense que c'est important que les gens reconnaissent qu'il y a des choses douloureuses qui se passent dans la vie et il y a les jugements qu'on amène envers nous-mêmes en vivant ces expériences-là. Puis c'est ces jugements-là que c'est très important de ne pas nous juger d'une façon sévère parce que ça aide pas à être capable de résoudre des problèmes, puis d'être original, puis, de se sentir responsable. On n'est pas responsable pour la situation dans le monde. Hem, Qu'est-ce qui est notre responsabilité? C'est de chercher l'aide qu'on aurait besoin pour se remettre. Puis pour se remettre, c'est souvent, multifactoriel aussi. C'est d'aller chercher de l'aide comme un dialogue, d'aller chercher des moments de plaisir dans la vie, des passe-temps, de reprendre des choses. Comme je dis souvent à les gens, si tu peux pas aller en Italie, qu'est-ce que tu peux faire pour ramener Italie chez toi? Oui. Alors tu peux apprendre à cuisiner, des mets italiennes, tu peux, apprendre le langage un peu, tu peux t'acheter une belle, huile d'olive ou une belle, apprendre à faire un pain italien ou un mets italien. Ça des choses comme ça nous ressource. Et souvent, on a l'impression qu'il faut travailler plus fort. Il faut Ouais. mettre tout notre focus sur le travail. Mais des fois, comme qu'est-ce que nos corps nous dit, c'est que non, la priorité maintenant, c'est te ressourcer. Il faut mettre ça en priorité parce que si tu es pas capable de résoudre si tu es tellement stressé que tu es pas capable de résoudre tes problèmes, tu vas finir par, t'épuiser complètement. Alors et ça aussi, c'est important à reconnaître si tu as besoin de l'aide médicale, Mmh. si tu as besoin une aide santé mentale plus étroite, si tu as besoin de repos. C'est important pour les employeurs de reconnaître que des fois, c'est exactement ça que les gens ont besoin et de travailler avec eux pour être certain quand ils reviennent au travail que ça va pas être toute la même chose qu'ils l'ont mis premièrement en arrêt de travail. Oui. Yeah. Il faut être original, puis des fois, amener une empathie, à place d'un jugement Ouais. dans la situation pour garder les gens qu'on met en valeur et les gens qui mettent notre compagnie en valeur. Hem et c'est comme ça qu'on va bâtir, un meilleur avenir. Oui. C'est ensemble, c'est vraiment ensemble. Mmh. Et même ce que tu me dis, ça me fait penser aussi à l'équilibre de travail et vie personnelle. Donc, comment est-ce que tu dirais que les gens peuvent essayer justement de mettre ça en place dans leur vie? Oui, ça, c'est un vrai défi. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la maison, puis ça amène des bénéfices comme de ne pas voyager, surtout avec le coût de l'essence. Ça nous donne remettre du temps, mais pas si on ne met pas de limite envers notre employeur. Ça ne veut pas dire qu'on peut travailler pendant qu'on fait le souper, tu sais, on ne peut pas faire les 2 en même temps. Alors, c'est vraiment de tout le monde met des limites ensemble, d'avoir de la flexibilité, mais aussi des limites, puis une structure à la journée de travail, Mhm. d'essayer de trouver des séparations entre le travail et la maison, Oui, même si c'est dans le même milieu. oui, Alors, par exemple, si tu travailles dans ton sous-sol, je pense que c'est très important que tu montes les escaliers puis tu sors dehors au moins pour un 5 minutes par jour, prendre de l'air, changer d'atmosphère, de travailler avec la famille pour mettre des limites, de respecter les consignes pour le travail et les besoins à la maison. mhm, Puis c'est pas toujours facile, alors c'est aussi d'avoir l'empathie, vers l'employé qui a peut-être est peut-être obligé parce que la garderie est fermée, de oui, travailler. Tu peux peut-être comme employeur, changer les tâches de cette personne-là, puis avoir une flexibilité. Oui, ils sont au travail, mais en même temps, ils prennent soin de leurs enfants. Alors, c'est peut-être, d'avoir une créativité autour de qu'est-ce qu'ils vont faire cette journée-là. Hem, Puis d'être Compréhens compréhensive avec tout ce que l'employé fait face.
ils ont tout le monde a besoin de sentir qu'ils maîtrisent leur travail, qu'ils sont valorisés au travail Ouais, et quand l'employeur reconnaît les circonstances difficiles de leurs employés, j avec une empathie, je pense que ça donne beaucoup, ça va te remettre beaucoup, ça va te revenir en loyauté, puis en, attachement à ton compagnie, puis vraiment avoir des valeurs qui sont alignées, vers le bien-être de tout le monde dans ton compagnie. Alors, ça va toujours te revenir. Tu vas ouais. peut-être perdre de l'argent au début, mais c'est pas juste l'argent qui fait fonctionner une compagnie. Ça. Et c'est ça, ça allait être mon autre question, surtout pour qu'est-ce que les employeurs peuvent faire pour justement les employés, pour justement avoir cet équilibre de travail, pour leur aider à éviter l'épuisement professionnel. Et tu as dit vraiment des bons points. Et je pense que c'est important aussi qu'on ait cette conversation au fait que c'est pas juste l'employé ou la personne qui doit faire des efforts, mais même l'organisation, le travail. Donc, est-ce que tu peux, je sais que tu as déjà dit quelques petits mots, mais d'autres choses qui pourraient être utiles pour la compagnie? Oui, je pense que les employeurs, c'est important qu'ils reconnaissent que l'employé a perdu beaucoup de les choses qui Ouais, l'ont supporté dans le travail, ouais, comme la chance de parler avec leurs collègues de façon informelle. Alors, par exemple, dans une compagnie, je sais que la gestionnaire, elle a un café chaque matin par internet avec ses employés. C'est 15 minutes, mais ils parlent juste de leur journée, qu'est-ce qu'ils vivent, ouais, pas nécessairement de travail, c'est juste d'avoir une opportunité de se contacter, puis dans une façon, informelle d'échanger sur qu'est-ce qu'il vit. Puis des fois, ça donne des trucs pour, gérer des choses qui peuvent faire face comme: «Ah oui, tu fais ça? Oh, c'est une bonne idée, je vais essayer ça moi aussi», right? ouais, Puis à part de ça, je pense que l'employeur, c'est important qu'il ne met pas une autre pression sur l'employé qui vit déjà beaucoup de stress, ouais, d'augmenter le stress par, être inflexible autour de les besoins de l'employé. ouais, Souvent, les besoins de l'employé s'alignent beaucoup avec les besoins de la compagnie puis l'entreprise. mhm, Alors, si on est capable de reconnaître ça, on est capable de mettre en place des choses qui vont supporter l'employé. Comme l'exemple que j'ai donné, c'est peut-être mineur, mais des fois, c'est des changements mineurs qui peuvent avoir des grands effets sur les gens. ouais, Alors, c'est de parler avec tes employés, puis créer l'espace que ça soit pas, heu, que tout ce qu'ils vont amener les employés sont utilisés de façon active, proactive puis active pour gérer le problème de les demandes mondiales, à la maison, plus locales, le fait du pandémie, les réalités du pandémie et la vie quotidienne sur le travail. Pour qu'on peut tous travailler ensemble parce qu'on a les mêmes buts, c'est pas un contre l'autre. ouais, Alors, le plus qu'on fait ça de façon, originale, le plus qu'on écoute nos employés, le mhm. plus qu'on est capable de mettre en place des choses qui nous coûtent pas beaucoup d'argent nécessairement, qui nuit pas le bottom line, comme on dit, heu, mais qui augmente beaucoup, le bien-être de nos employés. Exactement. Et même, je sais que tu as parlé beaucoup d'empathie et j'aimerais, si Heu, tu veux bien définir l'empathie et aussi comment, parce que le thème de ce webinaire, c'est vraiment de pouvoir réduire l'épuisement professionnel avec une approche d'empathie. Donc, est-ce que tu pourrais aussi donner un peu tes recommandations OK. par rapport à ça? Alors, la définition était un peu sous-jacent à qu'est-ce que je disais. C'était peut-être pas, direct, mais c'était, impliqué quand même. Alors, c'est l'idée de pas amener un jugement quand critique quand on entend que quelqu'un est épuisé, a besoin du temps, a besoin peut-être des ajustements au travail, une flexibilité. C'est de vraiment
écouter avec une cœur présente Mhm. et moi je dis en anglais avec des œils douces. Je sais pas si ça se peut dire en français, mais c'est vraiment d'emmener une écoute, une présence, puis une analyse à ça aussi. Pas juste le cœur, mais l'analyse de oui, on est de base tous sur la même on a tous les mêmes buts d'être employés, d'être rémunérés, d'avoir un bon service, une excellence au travail. L'employeur et l'employé veulent tous les mêmes choses, d'être valorisés, d'être fiers de leur place d'emploi. Et je pense avec ce genre d'écoute, même pas avec la pandémie, en tout temps, même dans des bons temps quand tout roule bien, ce genre d'attitude amène souvent globalement une une loyauté puis un bien-être qui affecte pas juste le bottom line, c'est comme ça va augmenter les revenus d'une compagnie, quand les employés sont impliqués à faire des décisions puis ajuster leur, travail, puis donner des conseils qui sont écoutés dans des bons temps puis des mauvais temps pour qu'on est capable de rester au travail. Souvent, les gens sont pas obligés de quitter l'emploi ou laisser l'emploi, prendre des congés quand l'employeur a une empathie puis est capable de faire des ajustements. C'est des fois quand on est trop rigide, Ouais. heu trop stressé, trop de focus sur un certain indicateur qu'on ne peut pas voir le grand portrait. Alors, je pense que le plus qu'on fait pour gérer notre stress, puis d'être dans un environnement, puis créer des environnements sains, puis accommodants, le plus que tout le monde peut s'épanouir, puis être la meilleure personne, la meilleure employée, la meilleure qui peuvent être dans les circonstances, right? Ouais, ouais. Et à la long terme, ça bénéficie toujours une compagnie. On sait que tous les meilleures compagnies, comme les meilleures personnes, c'est pas des stratégies différentes qui vont te rendre, une compagnie de valeur. C'est les mêmes stratégies, d'être capable d'ajuster, puis d'être flexible, puis d'être proactif, puis prendre d'action et c'est toujours quand tu es pas stressé, que tu es capable d'être créatif. Tu es pas capable d'être, créatif et de résoudre des problèmes quand tu es très stressé. Exactement. Bah oui, c'est ça, c'est avoir cette collaboration, au fait, c'est pas seulement la personne qui a le burn-out, l'épuisement professionnel, mais c'est aussi les gens autour, donc que ce soit les managers, la compagnie, les membres de la famille, c'est vraiment cette collaboration pour essayer de résoudre le problème, parce que comme tu as dit, la personne qui, elle, a justement ces différents symptômes, bah, elle ne peut pas vraiment penser, elle ne peut pas être créative, donc c'est aussi cette approche de collaboration aussi. Exactement, exactement. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir ce genre de réflexion, surtout venant d'une psychothérapeute. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir cette conversation avec toi. Et moi aussi, mamie. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Il y a quelques points importants que j'aimerais que vous reteniez. Donc, comme on a eu cette grande, belle conversation avec Karen, il y a aussi certains points que je voulais ajouter. Tout d'abord, déterminer vos facteurs de risque. Je les ai mentionnés tout à l'heure. C'est peut-être des facteurs internes ou externes. Une fois que vous les avez déterminés, vous pouvez aussi prendre conscience de votre niveau de tolérance. Donc, qu'est-ce que peut-être des fois un exemple simple, vous êtes dans l'embouteillage, il y a des jours où ça ne va pas vous gêner, vous serez tranquille, vous allez écouter votre musique, pas de problème. Et il y a des jours où vous êtes un peu plus stressé et à ce moment-là, vous pouvez même pleurer parce que vous devez aller quelque part, vous êtes super stressé ou vous allez être super énervé. Donc, c'est là où vous pouvez voir la même situation et comment vous pouvez gérer ça, où est-ce que vous êtes dans votre fenêtre de tolérance côté émotionnel. Donc, prenez conscience de ça, de votre niveau. Soyez à l'écoute de vos symptômes, donc fatigué, stressé, peu importe le symptôme, il faut être à l'écoute de ces symptômes. Agissez dès les premiers signes. Donc, si vous remarquez que bah, j'ai super mal à la tête, ça fait 3 jours, j'ai une migraine,
Ça, ce sont des signes que vous devez changer, vous devez faire quelque chose. Et continuer à respecter, d'abord à définir vos limites et à les respecter. Donc, si vous avez besoin de certains temps après le travail, vous déconnecter, ce sont vos limites et essayez de les établir. Euh, Continuez à trouver des stratégies d'adaptation pour gérer votre stress. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment de chercher différents outils. Et des fois aussi, il y a la réalisation que des fois, ça va marcher. Des fois, dans cette situation-là, ne va pas marcher. Donc, c'est d'utiliser quelque chose d'autre. Et assurez-vous de prévoir un temps libre, de vous déconnecter complètement. Donc, vraiment prendre des vacances, prendre des jours de repos, vous déconnecter du travail, peut-être même des fois de différentes personnes si vous voulez juste faire un repos mental. Et toujours, toujours demander de l'aide quand vous en avez besoin. Différents professionnels sont disponibles. Ici aussi à Dialogue, professionnels en santé mentale ou des thérapeutes comme Karen, qui pourraient vous aider dans votre situation. Donc, j'espère que c'était très utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On sera là pendant quelques minutes additionnelles dans le chat. Il y a différents modérateurs qui seront disponibles pour répondre à toutes vos questions. Et sinon, vous pouvez aussi nous rejoindre à l'adresse courriel support@dialogue.co. Merci. Au revoir.